Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette dernière partie d'émission. Je reçois Michel Soudé, rédacteur en chef adjoint de Politis. Il a suivi le procès dit des assistantes parlementaires du Front National, un procès au terme duquel le parquet a requis une peine de 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables pour Marine Le Pen, mais aussi et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire qui lui seront opposables avant une éventuelle procédure d'appel. Le parti d'extrême droite a choisi d'opposer aux éléments de preuve mis en avant durant le procès une contre-attaque politique. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le dossier et que valent les arguments victimaires du Rassemblement national? Pour en savoir plus, notre invité, notre confrère Michel Soudé de Politis, qui a suivi ce procès de bout en bout, est avec nous. C'est l'entretien d'actu. Bonsoir Michel Soudé. Bonsoir. Alors au sujet du procès des assistants parlementaires du FN, on a assisté depuis les réquisitions du parquet à une sorte de mise en scène d'une tactique de défense plus ou moins ouvertement, même au complot politique, qui t'a laissé percer quelques contradictions comme le montre ce montage diffusé sur Twitter par notre confrère Nabil Nouati. Les députés qu'on avait rencontrés nous parlaient de procès politiques. Donc c'est une remise en cause de la justice et du ministère public. On a reposé la question à Marine Le Pen. Est-ce qu'elle maintient le fait que c'est un procès politique ou non? Elle nous a répondu. Vous dites toujours que c'est un procès politique. Je n'ai jamais dit ça, donc je ne pourrais pas continuer à le dire. Vous dénoncez un procès politique de la même façon que Marine Le Pen l'a fait. Je dénonce simplement un procès politique fait au FN. J'ai dit que c'était un procès qui était fait par des politiques à des politiques, voire à la politique. Voilà. Et je crois que ça a été révélé de manière lumineuse par Maître Bousselus. Je dénonce simplement un procès politique fait au FN qui a 2 victimes collatérales que sont le Front de gauche et le MoDem. Pourquoi? Parce que, encore une fois, celui qui était visé, c'était le FN. Michel, certains analystes affirment que c'est la faible couverture médiatique de ce procès qui permet à Marine Le Pen et au RN de dérouler son argumentaire victimaire, voire complotiste. Avant d'entrer dans le détail des choses, j'aimerais savoir si vous êtes de cet avis. Oui, je suis un peu de cet avis. D'abord parce qu'on a toujours ce problème dans les procès où en France, les procès ne sont pas filmés. Donc, si ce n'est pas filmé, il n'y a pas d'image. S'il n'y a pas d'image, ça ne passe pas à la télé. On n'a pas le droit d'enregistrer. Donc, c'est la presse écrite qui a fait son travail. Beaucoup sur Internet pour ne pas trop lasser non plus les lecteurs. C'est-à-dire qu'on voyait des journaux qui ne publiaient que sur Internet et qui évitaient de le mettre dans leur journal papier. On a fait un peu pareil, on n'a pas beaucoup de pages, mais on a quand même à chaque fois mis en avant les papiers que je pouvais écrire. Là-dessus, quand on assiste au procès, on se rend bien compte que effectivement, oui, il y avait un système centralisé, un système piloté par la direction du parti et pensé pour faire des économies sur les finances justement du Front National à l'époque, et cela sur le dos du Parlement européen, et en tous les cas avec les dotations que reçoivent les députés. Pourquoi? Comment ils procédaient? Simplement, ils embauchaient des assistants parlementaires. Le député, normalement, embauche ses assistants, mais on se rend compte qu'il y avait des assistants qui travaillaient auprès d'autres députés sur lesquels leur député employeur n'avait pas vraiment de prise, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décidait de leurs vacances, ce n'est pas lui qui donnait des autorisations de congés, d'augmentation. Et ensuite, beaucoup travaillaient au siège du parti pour le parti, avec des fois des rémunérations qui pouvaient être conséquentes. Là-dessus, on y reviendra, mais il est aussi faux de dire qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Alors, le Rassemblement national, là, dans le procès, a toujours essayé de dire mais ce n'était pas des emplois fictifs, ils ont réellement travaillé. Oui, ils ont réellement travaillé, mais pas pour leur employeur. C'est un peu le cas de figure d'un salarié employé par une entreprise qui irait travailler dans une autre gratuitement. On appellerait ça de différentes manières. Il y a de l'abus de bien social, il y a toutes sortes de choses qui sont dans le droit que je ne maîtrise pas particulièrement. Je suis un journaliste politique. Mais
Là, véritablement, on a le côté fictif, parce que fictif, ça a été évoqué aussi par la présidente, qui a rappelé qu'il pouvait y avoir 2 acceptions au juridique à ce mot. Et là, le détournement de fonds publics, il est matérialisé. Et il est même des fois extrêmement important pour certains. Parce que à la fin du procès, il y a le préjudice pour le Parlement européen qui a été calculé pour chacun des prévenus. Et, il est évalué à combien ce préjudice, par exemple, pour Marine ? Au total, il est évalué à 4 millions, quasiment 4 600 000 euros. Il y a bien quelque chose dans le dossier, contrairement à ce pour Marine Le Pen, sur un des 2 aspects pour lesquels elle était entendue devant le tribunal, c'est-à-dire le détournement de fonds publics par l'emploi d'assistants parlementaires qui ne font pas le travail de ce pourquoi ils sont embauchés, ça représente 474 000 euros. Dans ce procès, il y a des plus gros détourneurs. Il y a Bruno Gollnisch, on est à 948 000 euros. Fernand Le Rachinel, lui, sur 5 ans, sur un mandat de presque 5 ans, c'était 815 000 euros. Et les assistants parlementaires, pour certains, on atteint 555 000 euros pour la secrétaire particulière de Jean-Marie Le Pen, 717 000 euros pour son garde du corps, qui était ensuite le garde du corps de Marine Le Pen et qui est maintenant le garde du corps de Jordan Bardella. Donc cette affaire est finalement plus grave, plus massive que celle des assistants parlementaires du MoDem. Nettement plus massive. Ce qui a été dit et rappelé, c'est que dans l'affaire du MoDem, il y avait 11 contrats qui étaient suspicieux et pour lesquels ils ont été jugés. Là, on était en présence de 46 contrats. La prévention, ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire ce sur quoi le tribunal cherchait à connaître la vérité et établir s'il y avait des accusations ou s'il pouvait y avoir des non-lieux, une dispense de peine, une relaxe, ça portait sur 3 mandatures, de 2004 à 2016. 2016, c'est en fait l'effet de la plainte déposée par le Parlement européen auprès de Christiane Taubira, ministre de la Justice, qui engendre une enquête en France. Et à ce moment-là, le Rassemblement national freine et rentre dans la légalité. Mais il n'y est pas rentré tout seul, c'est parce qu'il a été contraint. C'est aussi un des éléments qui a convaincu les procureurs d'établir des peines lourdes. Ils ont vu aussi qu'à l'audience, les prévenus, face aux questions qui leur étaient posées, aux mails accablants, aux témoignages qui étaient versés, qui étaient des témoignages d'époque, des auditions qui ont été faites, ils voyaient bien qu'ils étaient extrêmement fuyants, qu'ils répondaient souvent à côté, donnaient à des écrits des sens qu'on n'aurait pas pu imaginer, qui étaient juste... quand quelqu'un dit, par exemple, c'était un des mails qui est souvent revenu, il y a un député européen qui écrit au trésorier du Front National pour lui dire ce que Marine nous propose, c'est rien d'autre que des emplois fictifs, on risque gros, et il faut savoir que les députés sont responsables sur leur propre personne de ce type de pratique. Et... la réponse de Valérie de Saint-Just, c'est juste 5 mots. Marine, c'est tout cela. Terminé. Il paraît que c'était genre « va te faire foutre », mais quand on est en langage châtié, Valérie de Saint-Just, un des avocats, a dit qu'il était marquis. Alors, il y a également des éléments de preuve qui laissent à penser qu'il y a eu un enrichissement personnel et du financement d'un mode de vie plus que confortable, y compris pour la famille Le Pen directement. Alors ça, c'est le raisonnement établi par le procureur qui tient assez bien la route quand on regarde quels sont les salaires qui ont pu être distribués. Alors, pour être tout à fait précis sur la question, si on prend le cas d'un assistant parlementaire, Laurent Salle, qui était auprès de Louis Alliot, alors député européen, entre juillet 2014 et février 2015. Son salaire brut était de 2 560 euros, ce qui n'est pas excessif. C'était
un assistant parlementaire qui n'était pas motivé par l'Europe, mais extrêmement motivé par le côté un peu événementiel au parti. Et il travaillait dans la direction des grandes manifestations auprès de Yann Le Pen, qui est la sœur de Marine Le Pen. La sœur de Marine Le Pen, oui, qui à cette date n'était plus embauchée par le Parlement européen, mais dans cette fonction-là, elle l'avait été avec 4 contrats entre 2009 et 2014 auprès de Bruno Gollnisch. Et là, elle était rémunérée entre 4 551 € bruts et 5 050 à la fin. On voit tout de suite une différence. De même, le garde du corps, effectivement, c'est un boulot qui peut amener à prendre des risques et en tous les cas à être un peu mieux rémunéré que les autres. Lui, quand il avait des contrats entre 2005 et 2009, il y a l'inflation qui est passée par là en plus, c'était entre 5 326 puis 5 891 bruts. Et à la fin de ce contrat, puisqu'il était auprès de Fernand Le Rachinel, et les instances ont demandé à faire valoir son droit au licenciement économique, puisque son député n'avait pas été réélu, et il a touché des primes de licenciement conséquentes, alors qu'il était repris immédiatement sur un autre. Alors on rappelle aussi très peu que le micro-parti de Marine Le Pen avait déjà été condamné pour escroquerie, oui. Et on pourrait donc avoir affaire à une récidiviste. C'est ce qui expliquerait peut-être ces réquisitions que certains jugent très sévères. Les réquisitions, elles sont effectivement sévères, puisque dans le précédent procès, qui était le procès des kits de campagne, l'affaire Jeanne, etc., le trésorier, c'était Valron de Saint-Just, et il a été condamné. Condamné d'ailleurs définitivement par la Cour de cassation le 19 juin à 2 ans d'inéligibilité. Or, à l'audience, ce monsieur s'est présenté comme étant président du groupe RN au Conseil régional l'Île-de-France, où on ne l'a toujours pas mis à la porte. Que font les préfets pour faire appliquer les condamnations, puisque ça relève du préfet. Il y a des tas d'élus. L'inéligibilité est quelque chose de plus en plus courante maintenant dans les détournements de fonds, les atteintes à la probité des élus. Récemment, il y a encore deux élus de Seine-et-Marne, des petits maires, comme on les appelle souvent, qui ont été condamnés en première instance à une inéligibilité exécutoire. Et le préfet a envoyé la lettre immédiatement. Oui, donc, ce n'est pas inédit de demander l'exécution provisoire, contrairement à ce qu'on entend. C'est même extrêmement fréquent. Quand il y a eu le réquisitoire très décrié des procureurs, le réquisitoire a porté était le 13 novembre. Le 15 novembre, on apprenait qu'un ancien secrétaire d'État, Thierry Mandon, pour une affaire aussi de probité, était condamné à ce type de peine en première instance pour un détournement de 20 000 €. Alors, on sait que les juges ne sont pas liés par les réquisitions du procureur. Le verdict, quand est-ce qu'il va tomber ? Alors, le verdict, il tombera dans 4 mois. Le 31 mars, à 10h du matin. Il va y avoir du monde ce jour-là au tribunal. Mais cette durée n'est pas finalement inédite dans ce type d'affaires. Il y avait quand même 25 prévenus, plus un parti politique en cause, comme personne morale. Et l'étendue des faits, tout ce qu'il fallait examiner. Et le jugement ne sera pas forcément simple, parce que le réquisitoire est très dur pour tous les prévenus. Et se pose la question de savoir si tel ou tel assistant, pas forcément féru en droit, ou finalement savait véritablement qu'il était en train de faire... Mais nul ne peut ignorer la loi, c'est ce qu'on nous dit toujours. Nul ne peut ignorer la loi, mais il y a eu quelque chose de très très drôle dans ce procès, c'est qu'il y a un prévenu qui est belge. Et le prévenu belge, nul n'est censé ignorer la loi, mais nul belge n'est censé ignorer la loi française. C'est déjà plus compliqué. Et il se trouve qu'une partie de ce qui est demandé est basée sur
une jurisprudence de la Cour de cassation. Donc, nul Belge n'est censé ignorer une jurisprudence de la Cour de cassation française. Là, l'avocat a dit que c'était surréaliste et il a quand même emporté une partie de la salle avec lui parce que, effectivement, sans compter que la loi en Belgique ne s'applique pas de la même façon et que finalement, c'est peut-être lui qui risque véritablement d'aller en prison. Bon. Merci beaucoup, Michel Soudé, rédacteur en chef adjoint de Politis. Je vous invite vraiment à lire tous les articles de Michel Soudé que vous retrouverez sur Politis, puisqu'il a suivi, vous étiez pratiquement à toutes les audiences durant ce procès. Et cette semaine, nous avons une grosse enquête qui fait beaucoup de bruit, c'est l'occasion de Boursier, sur des femmes qui accusent Gérard Darmon de violences sexistes, sexuelles. Voilà. Merci. Foncez voir cette enquête de Politis qui est à venir, c'est ça, cette semaine. Et que nos lecteurs ont déjà plébiscité pour qu'elle soit en accès libre, donc vous pouvez y aller. Eh bien, c'est parfait. Merci pour votre générosité, Politis.